celle du logement. C'est donc la deuxième séance de ce cycle sur les services publics, après donc celle de la semaine dernière, où la conférencière a posé des éléments de cadrage sur ce que recouvre le modèle national, traditionnel, de service public à la française, en gestion directe, en parallèle du modèle passant par une gestion déléguée sous le contrôle de l'autorité publique. Nous avons vu comment le droit européen s'est construit autour de la notion de service d'intérêt général, service d'intérêt historiquement économique général, non sans tiraillement sous la pression montante du libéralisme. Ce soir, nous allons donc rentrer dans un domaine concret et nous allons parler du logement. Existe-t-il, on posait la question à l'instant, existe-t-il en France un service public du logement? Première question qu'on peut se poser, un service public qui permettrait l'accès à tous au logement et notamment de répondre à ce que prévoit la loi qui est le droit au logement. Le service public du logement, s'il existe, se ramène-t-il à ce que nous appelons le logement social, ou va-t-il au-delà, derrière la notion de logement conventionné, donc des logements qui sont sous convention avec l'État. Et puis, actualité oblige, vous savez que récemment, le Parlement a adopté une loi qu'on appelle loi Élan, évolution pour le logement, l'aménagement et le numérique. Et donc, dans quel sens va cette loi? Conforter, préserver, conforter la notion de service public du logement ou au contraire dans le sens d'une dérégulation. Autant de questions sur lesquelles notre invité, Jean-Claude Riant, devrait nous apporter un éclairage qui nous sera précieux. Jean-Claude Riant, donc, qui est professeur à l'école d'urbanisme de Paris et chercheur au Lab Urba. Mais par ailleurs, vous êtes impliqué dans de nombreuses structures. Et notamment, vous êtes membre de, c'est très important de les citer, parce que ce sont des instances tout à fait importantes, la Commission nationale des comptes du logement. Vous êtes membre de l'Observatoire de la vie étudiante. Vous participez aux travaux du Conseil national de l'information statistique. Vous avez été, pendant un certain nombre d'années, membre du Conseil national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Et vous participez au comité de pilotage du rapport annuel sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Vous avez écrit de nombreux articles et plusieurs ouvrages, je n'en citerai que deux, un qui date un petit peu mais qui reste un ouvrage de référence, Les politiques du logement en France, paru à la documentation française, et un ouvrage qui figure dans la bibliographie qui était sur la table d'entrée, et que vous avez rédigé conjointement avec Pierre Madec, Les crises du logement, le titre Les crises du logement qui est paru au PUF. Voilà, bon, je suis court et je laisse la parole maintenant à M. Jean-Claude Riant. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité dans ce lieu un peu inhabituel. J'ai peu l'habitude de parler dans ce genre de cadre, mais c'est un peu intimidant. Effectivement, je travaille depuis pas mal d'années maintenant sur les questions de logement, avec mon angle principal qui va être assez utile, je pense, pour ce soir, c'est la confrontation entre les marchés, parce que je pense que les uns et les autres, nous avons tous un peu l'expérience du fait que
un bien marchand. Peut-être même, peut-être peut-on le déplorer, mais avant d'être un service public. Et justement les politiques publiques qui s'y appliquent. Le marché ne m'intéresse pas particulièrement en tant que tel, je ne suis pas économiste, mais compte tenu des enjeux, vous avez dit que j'ai travaillé, enfin je travaille toujours régulièrement avec la Fondation Abbé Pierre, donc vous imaginez quels sont les enjeux, lutter contre le mal logement, répondre aux besoins des uns et des autres. On y reviendra, c'est un objet de politique publique, mais ce n'est pas un objet de politique publique comme les autres. Parce que ça n'est pas un objet notamment de politique publique régalienne, dit autrement. Ce ne sont pas les acteurs publics directs, comme l'État ou les collectivités locales, qui font. L'État ne construit pas de logements. Les collectivités territoriales ne construisent pas de logements. Et donc, il faut faire avec. Il faut apprendre à faire avec. C'est ce qu'on va essayer de développer. Je vais essayer de ne pas être trop long, pas dépasser 20h30 pour qu'on ait du temps pour débattre, pour prolonger les choses. Pas prévu particulièrement de parler de la loi Elan en tant que telle, mais on pourra éventuellement l'évoquer au fil du propos et puis bien entendu dans le débat qui suivra. N'hésitez pas par ailleurs quand même à m'interrompre si je vais trop vite, si je passe trop vite sur certaines choses. Mais bon, ce que j'ai prévu de dire, c'est vraiment pour amener le débat. Donc peut-être que vous trouverez-vous un peu provocateur. Mon propos, je l'ai prévu en 3 temps. Un premier temps pour expliciter un peu ce que l'on dit quand on dit le logement est un bien marchand. Parce qu'encore une fois, même si nous en avons tous d'une façon ou d'une autre un peu d'expertise, pour y avoir été confronté à titre personnel, je pense qu'il faut, il est utile de rappeler un certain nombre de grands éléments fondamentaux qui, vous verrez, semblent des évidences, mais ne sont pas forcément pour tout le monde. Dans un second temps, dans un deuxième temps, pardon, on parlera des politiques du logement. Là aussi, pour peut-être casser un certain nombre d'évidences ou préciser un petit peu plus de choses autour d'une question, finalement, s'il y a des politiques du logement, c'est pourquoi faire. Ça peut sembler comme ça une sorte d'évidence, ça ne l'est pas tant que ça. Et quand on répond à cette question, c'est pourquoi faire, et vous voyez, j'ai dit des politiques du logement d'ailleurs, j'ai déjà ripé en quelque sorte. On ne peut pas parler de politique du logement au singulier. Il y a effectivement des politiques du logement, et des politiques du logement, notamment parce qu'elles suivent, elles courent après des lièvres qui peuvent être tout à fait divers. Et cette diversité des lièvres après lesquels les politiques du logement courent génère tout un tas de contradictions, tout un tas de complexités qui mettent souvent ces politiques du logement en accusation d'inefficacité, par exemple, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, mais qui en tout cas mérite d'être compris. D'inefficacité ou d'incohérence. On a demandé beaucoup ces derniers temps d'expliciter quelle était la cohérence de la loi Elan. La cohérence de la loi Elan. Il n'y en a pas. Plus exactement, il y en a plusieurs. Plus exactement, il y en a plusieurs. Répondre il n'y en a pas, ça pourrait sembler être une réponse péjorative. Il y a beaucoup de bonnes raisons de critiquer ce qu'il y a dans la loi Elan, on y reviendra. Mais commencer en disant simplement c'est une loi qui n'est pas cohérente n'est pas, enfin, à mon avis, mérite d'être discuté parce que pour les raisons que j'évoquerai. Et puis en troisième temps, on parlera un petit peu du logement social, justement, parce que c'est, on évoquait en aparté avant de commencer comment définir les services publics. Moi, je fais une hypothèse de définition du service public. C'est une parmi d'autres. Je pense qu'il faudrait être un peu solidement juriste pour faire une définition solide de la question. L'Union européenne propose effectivement cette notion de service d'intérêt général. Les services d'intérêt général ne veut pas dire service public. Elle justifie un certain nombre de choses, notamment elle justifie des interventions financières de la puissance publique, de l'État, des collectivités locales. Et à propos du logement social, on le dira, c'est un élément fondamental. C'est ce qui, aujourd'hui encore, permet de préserver le système français du logement social dans le contexte européen. Mais j'allais dire, pour peut-être une hypothèse de définition du service public, c'est dire finalement quels sont ceux
quels sont les acteurs qui se revendiquent de ce service public. Et on verra que, si on regarde un peu précisément de quoi est composé le monde du logement social, qui sont les bailleurs sociaux, qui sont les organismes de logement social, eh bien tous ne se recommandent pas, ne se revendiquent pas, pardon, de la notion de service public, loin s'en faut. Je disais que mardi, je participais à l'animation de la Convention nationale d'un organisme qui s'appelle Action Logement, qu'on a longtemps appelé le 1% logement, 1% patronal, ce qui pour le coup est très erroné, et où, voilà, c'est une cotisation des entreprises, qui est depuis longtemps plus à 1% de la masse salariale, mais c'est une cotisation obligatoire, c'est une charge patronale. Quand on dit, quand on leur dit, mais ce que vous utilisez, ce que vous, je vais dire manipuler, c'est pas le bon mot, ou peut-être mal pris, mais c'est de l'argent public, on se fait huer par le public d'Action Logement. Pour eux, ce n'est pas de l'argent public, c'est l'argent des entreprises. Alors, vous voyez, et aujourd'hui, sur 4,5 millions de logements sociaux, 900 000 appartiennent ont pour actionnaire principal Action Logement. Action Logement, on reverra ça un peu tout à l'heure. Alors, commençons. Le logement a bien marché. Je ne connais pas par définition vos situations en matière de logement. Certains d'entre vous sont sans doute propriétaires, d'autres sont sans doute locataires dans le parc privé. Certains peut-être sont propriétaires bailleurs, c'est-à-dire peut-être que vous possédez des logements que vous mettez en location. Peut-être que certains d'entre vous ont, dans votre vie, hérité d'un bien logement, peut-être que vous en avez vendu, peut-être que vous en avez acheté. Dans tous les cas de figure, vous avez été confronté au marché. Marché, c'est voilà, une définition simple des économistes. Encore une fois, je ne suis pas économiste, mais c'est le lieu d'ajustement de l'offre et de la demande pour un bien donné. Et l'ajustement, en fait, c'est le prix. Le prix, c'est le résultat d'une négociation, d'un échange entre un vendeur et un acheteur. Ou, dans le cas du logement, aussi d'un propriétaire et d'un locataire. Négociation assez inégale, nous sommes bien d'accord. Mais c'est bien quand même, c'est d'ailleurs la preuve que c'est un marché, c'est pas tout à fait un marché comme les autres, en tout cas c'est un marché qui a des spécificités que d'autres marchés peuvent avoir, mais pas tant que ça, dans lequel il y a, par exemple, un très fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Et une très faible transparence de ce marché. Si vous comparez, par exemple, voilà, pour les économistes, le marché, la concurrence pure et parfaite, c'est la bourse. Tous les acteurs savent qui et où, à quel moment, qui achète, qui vend, combien c'est, etc. Et s'il y en a qui savent des choses que les autres ne savent pas, c'est un délit. Donc là, on a cette transparence, cet équilibre entre l'offre et la demande, parce qu'un acteur peut être un jour offreur, le lendemain demandeur, ou le même jour être à la fois offreur et demandeur, etc. Et c'est cet équilibre entre l'offre et la demande, ce déséquilibre entre l'offre et la demande, parce qu'il y a toujours une forme de déséquilibre qui génère une valeur boursière. C'est aussi simple que ça. Le logement est très très loin du compte. Très très loin du compte. Pour un certain nombre de raisons qu'on pourra évoquer brièvement. Mais, vous disiez dans votre introduction, à propos du logement, on parle de droit au logement. Ah, la belle affaire. Je fais partie de ceux qui ont essayé de promouvoir ce droit au logement, donc je n'essaie pas de deviner, sauf que là où je ne suis plus d'accord avec certains de mes camarades, c'est quand ils disent mais le droit au logement doit devenir équivalent au droit à l'éducation ou au droit à la santé. On parlerait de la santé la prochaine fois, je crois, une fois suivante. Ça ne tient pas. Cette comparaison ne tient pas ou ne peut pas tenir, ou alors il faudrait faire une révolution lourde. Parce que, prenons, voilà, l'éducation. Il existe dans ce pays, c'est pas vrai partout, loin s'en faut. Il existe dans ce pays une offre gratuite, de qualité, capable de répondre à 100% de la demande.
gratuite, de qualité, capable de répondre à 100% de la demande. Pour laquelle les gens la qualité, parfois, rien n'est parfait, hein, mais c'est quand même pas mal, notre système d'éducation nationale. Et les parents ont le choix, ils ont la possibilité de mettre leurs enfants ailleurs que dans l'école publique, bien sûr. Enfin, bien sûr, il y a des moments où ça a été discuté, c'est une liberté de choix, mais disons, bien sûr. Mais si aucun parent ne mettait ses enfants dans l'école privée, il faudrait qu'il y ait une attente gratuite, hein, de qualité pour tous. S'agissant du logement, on est quand même très loin du compte. Sur la gratuité, sur la qualité, allez faire un tour à Marseille si vous voulez, etc. Et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Marseille. On peut aller à Aubervilliers. La santé, même chose, sauf que les modalités sont différentes. On a la sécurité sociale, alors ça on cotise, hein, mais pour l'école aussi on cotise, on paye des impôts. Quand il y a des trous dans la sécurité sociale, on invente la couverture maladie universelle, la CMU. Quand il y a des trous dans tout ça, on invente l'obligation pour les entreprises de payer une mutuelle à leurs salariés, enfin de souscrire une mutuelle. Quand il y a des trous dans tout le système, on invente même l'aide médicale d'État, y compris pour les gens qui n'ont pas de papier. Donc, là aussi, il y a des imperfections, bien entendu. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'elles le devraient. Mais globalement, dans ce pays, le droit à la santé, il est effectivement assuré par des mécanismes publics, universels. Tellement universels qu'avec l'aide médicale d'État, on peut fournir des soins gratuits à des gens qui ne sont pas autorisés légalement à séjourner sur le territoire. Cette question est parfois discutée. Espérons qu'elle ne soit pas trop. Enfin, pour ma part, j'espère qu'elle ne soit pas trop. Donc vous voyez, comment comparer ces deux grands domaines dans lesquels de fait on a un droit assuré dans notre pays avec un système de logement dans lequel on a affaire à un bien marchand, dans lequel la partie logement social, qui n'est d'ailleurs pas gratuite, ne couvre que à peu près 17% des résidences principales. Le logement social en France, c'est à peu près 17% du parc de résidences principales. À peu près 4,5 millions sur 36 millions de logements et 29 millions de résidences principales. Alors, ce marché, comment il marche? C'est un marché assez particulier, si j'ose dire. Parce que le marché du logement, c'est nous. C'est pas les grandes forces du capital international. Ça, c'est une caractéristique française, par ailleurs. Je ne dirais pas la même chose si nous étions en Allemagne. En Allemagne, il y a, notamment après la réunification de l'Allemagne, des villes à l'est qui possédaient des patrimoines de logements énormes qui étaient fournis aux habitants de l'Allemagne de l'Est. Ces logements, certaines villes en ont gardé une partie, mais la majorité, en fait, ils les ont vendus en masse, et ils les ont vendus par paquet de 10 000. Et ils ne les ont pas vendus à des particuliers. On a d'autres pays ex-communistes dans lesquels les gens sont devenus, alors l'exemple classique qui fait parfois sourire, mais au moins dans un premier temps, évidemment, après, au fur et à mesure, les choses changent. Mais quand l'Albanie est sortie du communisme, c'était le pays qui avait 100% de propriétaires en Europe. Enfin, en Europe au sens large de l'Europe, hein, pas de l'Union, puisque l'Albanie ne fait pas partie de l'Union. 100% de propriétaires, parce qu'on a dit, bah voilà, bon, c'était le logement, avant c'était les logements d'État, maintenant c'est à vous. Vous habitez dedans, c'est à vous. C'est pour ça que parfois on peut sourire quand on dit ah, la France est en retard avec ses 58% de propriétaires, on est en retard sur un certain nombre de pays d'Europe, il faudrait progresser. Oui, on est en retard sur l'Albanie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. En revanche, on est très en avance sur des pays effectivement très attardés comme la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas.
La Suède a un système de coopérative qui fonctionne contre les coopératives, ils ont plus de propriétaires que nous, mais voilà. Bon, ça permet de réfléchir un peu à cette question de tous propriétaires ou pas tous propriétaires. Il y a évidemment des bonnes raisons d'être propriétaire, mais sur les politiques publiques, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, en Allemagne, voilà, il y a des moments dans lesquels des grands fonds financiers internationaux, souvent des fonds de pension tout simplement, internationaux, ont acquis des grands paquets de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de logements. En sont toujours aujourd'hui propriétaires, et ils sont propriétaires d'ailleurs. C'est ce qu'on appellerait en France des institutionnels. Les institutionnels en France, ils ont quasiment disparu. Peut-être revenir un peu, mais ils ont quasiment disparu. En France, c'est pas ça. En France, nos 36 millions de logements, quand je dis 36 millions, ça compte les résidences principales, les résidences secondaires, et ceux que, à un moment où on fait une enquête de type recensement, on trouve vacants. La somme de tout ça, c'est les 36 millions de logements, ce que j'appelle le parc de logements. C'est dans notre jargon, on parle du parc. Si on était des économistes, on dirait le stock. Sur ces 36 millions de logements, il y en a 4,5 millions qui appartiennent à des organismes d'HLM. Donc ça, ce sont des personnes morales, au sens économique et juridique, des sociétés ou des établissements publics, on y reviendra tout à l'heure. Il en reste à peu près 250 000, au-delà des 4,5 millions, qui appartiennent à ceux qu'on a longtemps appelés dans le milieu de l'immobilier les zinzins, c'est-à-dire les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, des caisses de retraite, la sécurité sociale. On a grandi dans un immeuble qui appartenait à la sécurité sociale institutionnelle. Des groupes financiers, on y reviendra peut-être un peu plus tard, qui ont placé leurs grosses immobilisations financières pour les sécuriser dans les années 50, 60, 70, souvent à la demande de l'État, qui en était souvent, souvenons-nous, compagnie d'assurance, jusqu'à la fin des années 80, elles appartenaient à l'État. Qui souvent, donc à la demande de l'État, ont placé ces grandes immobilisations financières qu'il fallait sécuriser, dans aussi l'objectif, des 30 glorieuses, il faut produire du logement, il faut mettre sur le marché du logement, donc je suis votre actionnaire, placez vos finances, ce qui en même temps les sécurise. Pour une compagnie d'assurance, c'est important de sécuriser des grandes masses financières parce qu'il faut pouvoir assurer le cas échéant. Placez-les dans l'immobilier. Ça va contribuer à la reconstruction, et le terme reconstruction il est ambigu, parce que la reconstruction ça désigne Saint-Malo, Caen, les villes qui ont été vraiment démolies. C'est plutôt dans l'équipement du territoire en quelque sorte. Parce que la question du logement, je parle de marché aujourd'hui, mais si nous étions en 1972 ou en 1969, il y a un tournant en 73, c'est le premier choc pétrolier. Si nous étions en 72, je pourrais peut-être vous dire le logement c'est une infrastructure. Comme les autoroutes, les aéroports, parce que de fait, c'est une période. On a atteint le pic de construction neuve en France en 1974. On a construit 560 000 logements neufs en 1974. Aujourd'hui, on est dans un rythme de croisière qui est autour de 340. Ça fait de très grandes années comme 2017, qui a été une année assez exceptionnelle, on est monté à un peu plus de 400 000. Mais le rythme de croisière, j'ai refait les calculs il n'y a pas longtemps, sur les 25 dernières années, c'est 340 000. 560 000. C'était vraiment. Et donc 80% avec de l'aide directe de l'État. Que ce soit en accession à la propriété, en locatif social, donc voilà, une politique c'est-à-dire de rouleau compresseur, mais le rouleau compresseur qui a toute tendance à démolir, donc au contraire, de grue, de chemin de grue, ou de production de maisons individuelles, parce qu'on a aussi beaucoup, on a l'image des années 70 comme les grands ensembles, mais c'est aussi, et c'est même surtout, si on compte, de la maison individuelle, de l'accession à la propriété de la maison individuelle. Donc à cette époque-là, on pouvait parler d'infrastructure. Aujourd'hui, oui, on parle de marché, et qui sont
Donc voilà, 250 000, pardon, je reprends mes chiffres, je fais plein de. Je digresse facilement. 4,5 millions de logements sociaux appartenant à des bailleurs sociaux, 250 000 appartenant encore à des zinzins. Ils en ont eu beaucoup plus, mais ils les ont vendus. Quand l'État leur a lâché la moyenne sur le coup, quand ils ont vu les périodes d'euphorie immobilière, il y a eu deux moments particuliers qui ont été la fin des années 80. Jusqu'en 92, il y a eu une crise immobilière. Jusqu'à la fin des années 80, on a eu ce qu'on a appelé une bulle immobilière. Alors, le terme de bulle est toujours discutable, mais on a appelé ça une bulle, un moment, voilà, d'euphorie. Donc les valeurs ont beaucoup augmenté. C'était un moment parfait pour ces propriétaires institutionnels pour encaisser leur plus-value. Ils ont vendu. C'est ce qu'on a appelé la vente à la découpe, qui a particulièrement touché la ville de Paris. Mais pas que. En fait, dans les années 80, ils ont vendu à peu près tout ce qu'ils avaient partout sur le territoire, sauf à Paris sur la Côte d'Azur. Et il y a eu une deuxième période d'euphorie immobilière qui a été les années 2000 jusqu'à la crise. 2000-2008. Où on a revu fleurir, notamment sur les immeubles haussmanniens parisiens, mais pas que sur les immeubles haussmanniens, les grands panneaux à vendre, libre occupés. C'était la deuxième vague de vente à la découpe. Où là, ils ont vendu le patrimoine parisien et le patrimoine de la Côte d'Azur. Donc aujourd'hui, il leur reste à peu près 250 000 logements. C'est-à-dire rien sur 36 millions. C'est-à-dire rien. Des sociétés comme Gessina. Le reste, donc 36 millions moins 250 000, moins 4,5 millions, allez, enlevons 5 millions, il nous en reste 31 millions. À qui appartiennent-ils? À nous. À des particuliers. Le secteur locatif privé, généralement quand on raisonne sur les grands segments du marché du logement, on prend trois grands segments: les propriétaires, les locataires du secteur privé, les locataires du secteur social. Je n'ai pas dit public, on comprendra plus tard. Le secteur locatif privé, à peu près 5 millions de logements en France, c'est là-dedans que sont les 250 000 des zinzins. Il nous en reste donc 4 750 000 qui appartiennent pour la plupart à des gens qui en possèdent un. Pas tous. Il y a encore quelques propriétaires d'immeubles entiers, par exemple. Et ça, le modèle de l'immeuble entier, c'est ce qu'on appelait l'immeuble de rapport, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e. Ce modèle, il s'est effondré dans l'entre-deux-guerres parce qu'il y a eu une longue période de blocage des loyers en France pendant l'entre-deux-guerres qui a ruiné les propriétaires de ces immeubles de rapport. Avant la Première Guerre mondiale, on appelait les vautours, il y a toute une imagerie sur le propriétaire. Bon, ça, c'était des particuliers, c'est le rentier, qui ne travaillaient pas, qui vivaient, des loyers, des immeubles de mauvaise qualité qui ont été construits, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'immeuble faubourien, des immeubles de qualité souvent très très médiocre, qui parfois se cassent la figure, comme on a pu le voir à Marseille, fin du 19e, début du 20e siècle, qui aujourd'hui tiennent très bien la route s'ils sont bien entretenus. Hein. Mais s'ils ne le sont pas, ils se dégradent très très vite. Donc ça, c'était les vautours, les immeubles de rapport, le rentier qui vivait des loyers de ces locataires. Ce secteur-là, il s'est vraiment effondré, alors là au sens figuré, pardon, il s'est vraiment effondré dans l'entre-deux-guerres, à cause du blocage des loyers. Et il n'a pas vraiment repris après. Donc il y a bien encore un certain nombre de propriétaires qui possèdent des immeubles entiers, soit 3, 4, 5 appartements, ici ou là, enfin bon, voilà, bien sûr. Mais la majorité des propriétaires bailleurs n'en possèdent qu'un. Donc c'est un secteur extraordinairement émietté, extraordinairement divers, très peu maîtrisable par la puissance publique. Je parlais tout à l'heure des fonds de pension allemands. Un fonds de pension qui détient 10 000 logements, c'est un interlocuteur pour une ville. Ou pour l'État. C'est un interlocuteur. C'est quelqu'un avec qui on peut négocier, discuter, proposer des avantages fiscaux en échange
encore une sorte de paradoxe. On dit souvent le lobby des propriétaires bailleurs français, qui est donc un lobby de particuliers, ça s'appelle l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, dit mais lâchez-nous la bride, supprimez les réglementations, n'encadrez pas les loyers, vous verrez, ça va être génial, on va investir comme des fous et il y aura plein d'offres et les loyers vont baisser. Génial, super crédible. Là encore, ça ne tient pas à la comparaison internationale. Les pays les plus libéraux en matière de rapport locatif, l'exemple classique c'est l'Angleterre, est un pays dans lequel, à part à Londres, il n'y a quasiment plus de locatif privé. Et les pays les plus réglementés, l'Allemagne et la Suisse, sont beaucoup plus réglementés que nous. La preuve, dans la loi Allure de Mme Duflo, il y avait une hypothèse, enfin pas une hypothèse, il y avait des dispositions pour engager ce qu'on appelle un encadrement des loyers, qui a été rayé de la carte d'abord par Manuel Valls et ensuite par les juges, pour des raisons juridiquement tout à fait compréhensibles d'ailleurs, et qui n'est pas véritablement remis sur le tapis par la loi Elan, un petit peu, mais bon, ça va sans doute revenir à Paris. Cet encadrement des loyers, on l'a copié sur les Allemands. Et c'est un pays dans lequel il y a encore une majorité de locataires. Et très peu de locatifs sociaux. Donc il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas le fait qu'il y ait une réglementation, qu'il y ait un certain nombre de contraintes pour les propriétaires, ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas d'investissement et qu'il n'y a pas de parc locatif. Et réciproquement, le fait que les propriétaires fassent tout ce qu'ils veulent, à l'international en tout cas, ne démontre pas qu'il va y avoir une flambée d'investissement. Donc, en France, avec nos particuliers, donc encore une fois, vous et moi, chacun avec son patrimoine et ses choix personnels, le jour où nous avons un logement à vendre, parce que nous avons hérité de la maison de mamie, à moins d'être des philanthropes, c'est possible. Mais la philanthropie a des limites, comme par exemple, il faut payer des taxes sur les droits de succession, etc. Nous le vendons le mieux possible. Le mieux, ça veut dire le plus cher. Hein, voilà. Bon. Qui fait les prix des logements, si ce n'est nous? Nous et le marché du crédit. Parce qu'on ne peut pas comprendre que entre 1998 et 2008, les prix de vente des logements anciens, ce qu'on appelle ancien, c'est pas neuf. C'est-à-dire qu'un logement qui a 5 ans, il est ancien. Voilà. Tout simplement, c'est une raison fiscale en fait. Quand un logement est neuf, il donne lieu à de la TVA. Quand un logement est ancien, et qu'on le vend, il donne lieu à des droits de mutation. Donc voilà, c'est ça qui distingue dans le jargon un logement neuf et un logement ancien. Donc tous les logements d'occasion, on devrait dire, on n'utilise pas tellement ce terme-là, on devrait dire un logement d'occasion. Donc les logements d'occasion, les prix moyens au mètre carré des logements d'occasion en France, entre 1998 et 2008, ont doublé partout. C'est pas grave. Bon, ça peut gérer ce que je dis. Mais c'est pas normal. Quand je dis partout, c'est aussi à Maubeuge ou à Nevers. Je vais prendre des exemples de villes qui ont leur charme, surtout Nevers. Mais bon, après, Maubeuge a son charme, je suis d'accord. Oui, le charme de une ville qui a un parc zoologique dans son centre. Très étonnant. Bref, c'est une des villes les plus pauvres de France. Nevers, c'est une ville qui connaît une décroissance économique, démographique, etc. Une ville magnifique, un patrimoine superbe, tout ce que vous voulez, mais bon. C'est pas normal que les prix aient doublé dans ces villes-là. C'est pas normal si l'évolution des prix, c'était seulement l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est pas ça. Quand on achète un logement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est pour ça que je dis c'est pas grave. Quand on achète un logement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde. Généralement, on s'endette. Alors, si on a le paye cash, là, c'est un peu différent. Mais
c'est plus rare quand même. Donc généralement, on s'endette. Et qu'est-ce qu'on regarde vraiment, plutôt que le prix de vente du logement, c'est combien on va payer tous les mois. Et c'est aussi ça que regarde le banquier, qui va exiger que vous vous endettiez pas plus, non pas pour un montant, mais pas plus que 30% de votre revenu tous les mois. Donc pour permettre au prix immobilier d'augmenter, très librement et indépendamment de la loi de l'offre et de la demande de logement, il suffit de baisser les taux d'intérêt. Parce que baisser les taux d'intérêt, ça fait deux choses. Un, ça fait que le crédit n'est pas cher. Et deux, ça permet de rallonger la durée de la dette. Parce que comme le crédit n'est pas cher, on peut s'endetter sur plus longtemps. Ça ne coûte pas cher. Et dans ces conditions-là, le résultat, le mécanisme mathématique, c'est que les mensualités qu'on paye tous les mois sont moins chères. Et ça, tout le monde le sait, même vous quand vous êtes vendeur. Le vendeur, comme n'importe quel vendeur de n'importe quel bien, y compris de ces choses avec une pomme derrière, il va, son prix de vente, c'est pas ce que ça coûte à fabriquer, c'est ce que un imbécile comme moi accepte de payer. Mais pour le logement, c'est pareil. Si un mécanisme, quel qu'il soit, par exemple, la baisse des taux d'intérêt, des conditions de crédit favorables, solvabilise, permet aux acheteurs d'acheter, les acheteurs achètent. Donc, si les loyers avaient doublé, ce qui n'est absolument pas le cas, les loyers ont augmenté en France pendant la même période. Quand les prix sont passés de 100 à 200, les loyers sont passés de 100 à 124. À Paris, un petit peu plus. 100 à 130, 140. Et les revenus, eux, ils sont passés de 100 à 120. Donc, effectivement, le poids du loyer dans le budget, y compris en ayant effacé l'inflation, il a bien augmenté, et particulièrement à Paris. Mais dans des proportions nettement moindres. Mais parce que le loyer, c'est bien ce qu'on paye tous les mois. Lui. Et d'ailleurs, pour un endroit comme Paris, le fait que les prix aient doublé, soient passés dans cette période-là, aujourd'hui on est encore plus haut, mais de 4 000 € du mètre carré à 8 000 € du mètre carré, aujourd'hui on a dépassé les 9 000. Après ça dépend ça c'est une moyenne parisienne, en comprenant d'influence du 19e. Donc ici c'est plus cher. Mais les voisins du 5e c'est encore plus cher. Donc, dans l'ancien, pas dans le neuf. Ah oui, dans le neuf c'est encore plus cher. Le neuf c'est le fait que les prix soient passés de 4 000 à 8 000 du mètre carré, alors que les loyers sont passés de 100 à 124, ça veut dire que la rentabilité pour un investisseur, elle s'est effondrée. Là, on comprend pourquoi, à Paris, il y a plusieurs milliers de logements locatifs privés en moins tous les ans. Parce que c'est pas rentable. Malgré la hauteur des loyers, c'est un paradoxe quand j'explique ça à mes étudiants qui saignent leurs parents plutôt, ils me disent, mais enfin, surtout qu'eux, en plus, eux, ils ne payent pas le loyer médian à Paris, il est à 26 € du mètre carré, dans le privé. Eux, ils payent 40. Parce que plus le logement est petit, plus c'est cher. Donc c'est toujours les jeunes qui se cognent les prix du logement les plus chers. Toujours. Toujours. Et bon, vous avez fait un petit investissement, vous avez acheté un studio, un 2 pièces, vous le louez à combien? Si vous trouvez des clients, pourquoi vous se privez? C'est le marché. Et vraiment, c'est un marché très, très particulier de ce fait-là, parce que, encore une fois, c'est pas les grands groupes mondiaux. Dernier point sur cette première partie, je vois que je suis déjà un peu. Ouais, je suis toujours dans la première partie. Mais c'est le dernier point. C'est un marché de stock. Je disais, c'est ma troisième intervention de la journée.
La deuxième portait sur, en relativisant le poids de la construction neuve. Souvent, ça permet d'anticiper un peu sur les politiques du logement. Quand on parle de politique du logement, il faut construire plus. Sous François Hollande, il y a un objectif, se construire 500 000 logements par an. Objectif inutile et inatteignable. Éventuellement, on commentera après. Sauf que la construction neuve, je vous ai dit, il y a 36 millions de logements en France. Les gens à qui je parlais cet après-midi à propos justement de la relativisation de la construction neuve, ils partaient, c'était en partie des architectes, la ville de demain, voilà. Ah ouais, la ville de demain, mais elle est déjà là, les amis, la ville de demain. Parce que si on construit, vous voyez, on va arrondir 36 millions de logements, on va dire 34 millions, comme ça on arrondit, 340 000 logements neufs, 340 000 sur 34 millions, ça fait 1%. Et comme il y a 36 millions, c'est même pas 1%, c'est moins. Comme en plus, il y a une partie des logements qu'on construit qui servent à remplacer ceux qu'on démolit, en fait, l'accroissement du parc de logements, c'est moins que 1% par an. Donc, allez, faisons de la science-fiction. 2038, bientôt 39, est déjà là à 80%. Sans même parler de Paris. Sans même parler de Paris, où le rapport de la construction neuve sur le stock de logements, il est encore beaucoup plus faible, compte tenu du fait qu'à Paris, je parle de Paris intramuros. Moi maintenant, quand je dis Paris, je préfère penser Grand Paris. Hein, mais je sais que les Parisiens préfèrent parler Paris intramuros. Moi, je n'habite plus à Paris. Et je ne travaille pas à Paris non plus. Et je considère que quand je suis même à Marne-la-Vallée, là où est mon université, je suis à Paris. Mais c'est un autre débat. Vous voyez ce rapport de 1%, avant, par exemple, le premier paragraphe de l'exposé des motifs de la loi Elan dit il faut, premier objectif de la loi, construire plus, mieux, moins cher. Ah oui. Des objectifs qui sont, ça fait très longtemps, hein, Benoît a apparu quand il était ministre du logement avec exactement le même slogan, enfin, ça revient très régulièrement. Et voilà. Pour construire plus et moins cher, nous allons générer un choc de l'offre. La belle affaire. Avec 1% par an. Admettons qu'on augmente le rythme de construction de 20 à 30% grâce à des mesures extrêmement innovantes, ce qui n'est absolument pas le cas de la première partie de la loi, enfin, il y a plein de mesures techniques qui, pour beaucoup, vont dans le bon sens, hein, et qui ne faut pas générer comme ça. Et en plus, penser que cet accroissement de la construction va générer un choc qui va faire baisser les prix, surtout que ce que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que c'est une chose qu'il faut toujours rappeler aux Parisiens, c'est quand on construit 340 000 logements par an, que je ne dise pas de bêtises, 180 000 sur la moyenne des 25 dernières années sont des maisons individuelles construites par quelqu'un, maître d'ouvrage, comme on emploie dans notre jargon. Le propriétaire du terrain qui commande la construction est un particulier. Donc ce n'est pas des logements vendus, c'est quelqu'un qui fait construire une maison sur sa parcelle. Alors, évidemment, quand on est à Paris, on n'a pas cette perception-là, mais il suffit de sortir de Paris pour voir ce que c'est le paysage français, l'évolution de la construction, et puis peut-être aussi des gens qui en ce moment baladent dans certaines rues avec des gilets. C'est ça, la construction de logements neufs, c'est beaucoup ça. C'est 40% de la construction de logements neufs de ces 25 dernières années, ce sont des maisons individuelles. Donc ce n'est pas des logements à vendre, en tout cas pas tout de suite, à terme. Donc leur impact sur les prix est nul. Donc la notion de choc de l'offre, vous voyez, elle est... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire et construire beaucoup. Simplement, ce que ça veut dire, c'est que l'impact d'une construction à un rythme suffisamment abondant se fera sentir sur 10, 20, 30, 40 ans. Ça veut dire surtout qu'il faut être constant. Principalement ça, ça veut dire. Parce que c'est un marché de stock, et le stock, il est là, il existe, et c'est lui qui guide tout le reste. Les promoteurs, quand ils fixent un prix de vente, leur modèle d'origine, ils font des études là-dessus, c'est les prix de vente dans l'ancienne.
C'est ça qui leur dit à quel prix, comme ils en rajoutent un peu parce que c'est neuf, c'est censé être plus confortable, et voilà, bon. Donc le neuf est globalement plutôt plus cher que l'ancien, mais le point de départ du raisonnement du promoteur pour fixer son prix, c'est le prix de l'ancien. Et puis après, il déduit le coût de construction, ça c'est à peu près le même prix partout, le même coût partout, et puis le résultat que ça lui donne, on appelle ça un compte à rebours, c'est combien il peut payer le terrain. Mais son point de départ, c'est un prix de vente. Mais encore une fois, c'est comme ça. Le point de départ, c'est pas ça va me coûter tant, donc pour trouver ma marge, je vais. Non, le résultat, c'est pas le prix, le résultat, c'est la valeur du terrain. Deuxième élément, les politiques publiques. Allez, j'avance, je vais essayer d'avancer un peu plus. Pourquoi y a-t-il des politiques du logement? Donc, si nous étions à la Fondation Abbé Pierre, nous dirions, enfin, j'essaierai de vous pousser à réfléchir un peu plus précisément, nous dirions, pour satisfaire les besoins en logement. Besoins en logement. Ça, c'est un terme, mais là, je ne parle plus de marché. Quand je parlais de marché, je disais que l'offre et la demande. Quand on emploie ce terme, qui est un terme très répandu dans le milieu du logement, le terme répondre aux besoins. On emploie un terme qui n'est pas du registre de l'économie, qui est du registre du politique, qui est du registre d'un choix que nous avons fait, que l'on trouve dans beaucoup de pays du monde, à beaucoup plus que l'éducation libre, gratuite, mais pas forcément dans tous. Pour avoir travaillé en Amérique latine, c'est pas toujours vrai. Nous avons fait un choix de considérer qu'il est, pour que la société, c'est une sorte de contrat social, pour le coup, pour que la société fonctionne de façon harmonieuse, il faut que tout le monde soit logé et bien logé. Bien. Et le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, c'est le rapport sur l'état du mal logement. La notion de besoin, qui est une notion finalement normative, c'est une notion qui repose sur des normes. Elle repose sur ce manichéisme finalement entre le bien et le mal. Et ce bien et le mal, ce sont des notions relatives. Le mal logement d'aujourd'hui n'est pas le même mal logement qu'hier. Ne serait-ce que penser qu'en 1970, on était tous nés là, je pense. Un logement sur deux en France n'avait pas baignoire, douche, WC à l'intérieur. 1 sur 2. Aujourd'hui, 0,7%. Donc, en 1970, c'était pas une petite question quand même, l'équipement sanitaire de logement. Depuis maintenant une dizaine d'années en France, on évoque, pour le mal logement, même si on a beaucoup de mal à le chiffrer, on évoque une notion qui s'appelle la précarité énergétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce terme. C'est un terme difficile, 1 à définir, 2 à chiffrer. La précarité énergétique, en gros, c'est deux types de situations. C'est soit on dépense trop pour se chauffer. Donc là, il y a un critère statistique qui consiste à dire quand on consacre plus que 8% de son budget, ça a été longtemps 10, maintenant c'est 8. Ouais, c'est très normal. Quand on dépense plus que 8% de son budget pour se chauffer, on a un taux d'effort énergétique excessif, donc on est en précarité énergétique. Puis l'autre notion, qu'il a fallu pousser pour qu'on y pense, parce que finalement, en y réfléchissant bien, c'est assez simple de ne pas dépenser 8% de son budget à se chauffer. Il suffit de ne pas se chauffer. Et donc l'autre élément de la notion de la précarité énergétique, c'est avoir froid. Tout simplement. Avoir froid. Alors ça, c'est plus compliqué à chiffrer. Parce que vous avez froid l'hiver dernier. L'INSEE pose cette question dans ses enquêtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez froid l'hiver dernier? Après, il faut pondérer ça parce qu'il y a des hivers qui sont plus froids que d'autres. Voilà. Et puis bon, c'est vrai, moi, ma grand-mère, à moins de 25, elle avait froid. Après, c'est des habitudes. Les gens encore, ils ne sont pas ma grand-mère, qui sont plus jeunes que moi, ils me disent quand même 19, c'est frais. Bon, je n'ai pas fait le.
Mais voilà, c'est une espèce de norme à 19. Donc, cette notion de précarité énergétique, il y a 10 ans, elle était totalement absente du vocabulaire. Aujourd'hui, c'est un des objectifs forts de politique publique en France, c'est de résorber la précarité énergétique. Et on met des mécanismes d'aide pour mettre des doubles vitrages, pour faire que les gens fassent des travaux, double vitrage, il paraît que ça ne sert à rien. Si on ne fait pas de doublage des murs. Double vitrage tout seul, c'est juste une parenthèse. Mais moi je ne suis pas ingénieur. Mais vous voyez, cette notion d'être en précarité énergétique, aujourd'hui c'est être mal logé. En 2009, année où cette notion arrive en France, elle vient d'Angleterre. Donc en 2008, la notion est absente. Donc vous voyez, ce sont des notions largement évolutives. Et dans 10 ans, il y aura encore d'autres critères pour parler du mal logement. Et finalement, qu'est-ce que c'est le mal logement? Pour ça que c'est une notion normative, c'est ce que les politiques publiques se donnent pour objectif de résorber. Eh oui, mais c'est pas rien. Il y a quelques années, j'avais participé à une tentative de chiffrage du mal logement en Ile-de-France, à une époque où en plus on avait un système statistique qui était moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Et on se posait la question de la mesure du surpeuplement, de la suroccupation des logements. Ça, c'est un grand classique pour le coup de la définition du mal logement. Un logement trop petit pour le ménage dans lequel il est. Donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas le logement qui est mauvais. Dans le mal logement, il y a des logements pourris. Le logement pourri, un salut, le logement est mauvais. La suroccupation, c'est plutôt le rapport entre le ménage et le logement qui est mauvais. Et parfois, il suffirait de faire déménager le ménage pour que le petit 3 pièces dans lequel il y a 4 enfants, un couple avec 4 enfants, ça va pas, il y a un surpeuplement, mais un petit 3 pièces pour un couple qui vient de se créer et de mettre en ménage, on dit, c'est pas un problème. Donc c'est pas le logement qui est en cause. Mais bon, il dit oui, mais alors, maintenant, avec les lofts qui ont une seule pièce de 150 mètres carrés, ou certains logements anciens, les vieux HBM, en briques rouges, dans lesquels il y a 3 pièces, mais l'ensemble fait 35 mètres carrés, le nombre de pièces, ça ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir surface. Ah, oui, c'est combien de mètres carrés par personne le bien, et c'est combien le mal? Mais on parle de normes. Ah ouais, là, moi je trouve que la moyenne nationale, c'est bien. Et vous savez, la moyenne nationale, ça c'est aussi pour les Parisiens. De mètres carrés par personne, en France, 40. Ça marche à tous les coups. C'était 24 en 70. Mais, vous savez combien. C'est pas parce que les logements sont. Enfin, c'est un peu parce que les logements sont en moyenne plus grands. Parce que la construction de maisons individuelles, etc., a fait qu'en moyenne, les logements sont plus grands. Mais c'est surtout qu'il y a de moins en moins de monde dans chaque logement. Et qu'un des facteurs de ce moins en moins de monde dans chaque logement, ce qu'on dit dans le jargon la baisse de la taille moyenne des ménages, c'est le vieillissement de la population. Et les divorces, absolument. Mais le facteur principal, c'est quand même le vieillissement. Parce que, en fait, le vieillissement, pour le dire simplement, ça se traduit par le fait qu'une des phases de la vie, que les démographes appellent joliment le nid vide, c'est-à-dire quand les enfants sont partis, elle est de plus en plus longue aujourd'hui, dans la vie des gens. Donc, on parle beaucoup des couples sans enfants, par exemple. Il y a quelques décennies, c'était majoritairement des jeunes couples. Aujourd'hui, c'est très majoritairement des quinquagénaires et plus. C'est ça, un couple sans enfants. C'est pas un couple qui n'a pas eu d'enfant. C'est un couple dont les enfants sont partis. Le nid vide. Quand les enfants sont encore là, les démographes appellent ça joliment la phase d'élevage. Quand... Donc, vous voyez, des enjeux sociaux. Faire en sorte que tout le monde soit logé bien logé. Ça, c'est la sorte d'évidence. Sauf que, quand le bâtiment va, tout va. Ça ne vous rappelle pas quelque chose. Martin Nadeau, 1850. C'est pas neuf, hein.
député. Alors la phrase, c'est pas exactement celle-là, elle est dans mon livre, si vous voulez. Je l'avais retrouvée à l'occasion, c'est pas exactement ça, mais ça a été ensuite réemployé. Bon, bref. Mais bon, regardez, à chaque fois que politiquement on nous parle d'un plan de relance de l'économie, qu'est-ce qu'il y a comme mesure dedans? Il y a tout un tas de trucs, mais il y a toujours d'importantes mesures sur le logement. Et le plan de relance Sarkozy-Fillon en 2008-2009, au moment de la crise, comporte principalement des mesures logement. Doublement du prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, un mécanisme de défiscalisation de l'investissement locatif qui à l'époque s'appelle le CELIer, ultra puissant. C'est extraordinaire, la France n'a pas connu de crise immobilière au moment de la crise immobilière. Oh, la construction s'est tassée, du coup, mais elle était par ailleurs dans des très hautes sphères juste avant, donc ça se tasse un peu, c'est pas grave. Donc on rencontrait les promoteurs à l'époque, ils avaient tous le même mot, c'était bizarre, ils disaient nous sommes sous cocaïne. Et d'ailleurs, ça les inquiétait un peu, parce que la cocaïne c'est bien sur le moment, enfin, je ne sais pas quelles sont vos expériences en la matière, mais c'est bien sur le moment, mais après, il y a un risque de forte détente. Et donc, ils ont beaucoup craint ça. Ça, c'est pas vraiment produit, mais tous les pays autour de nous ont connu des crises immobilières, sauf l'Allemagne. Pas la France, grâce largement à ces mécanismes de relance forte. Mais pourquoi? Pas seulement pour aider les promoteurs, un peu pour aider les promoteurs, mais les promoteurs c'est un petit milieu économique, en France c'est pas très... Voilà, par rapport à l'Espagne, tous les logements sont construits par des promoteurs, en France c'est une petite partie. Mais c'est parce que un logement construit, source fédération du bâtiment, donc bon, prudence, un logement construit égale un emploi économique. C'est pas rien. Et quand on a des enjeux forts en la matière d'emploi, on n'est pas dans des objectifs illégitimes, mais on est dans des objectifs qui n'ont rien à voir avec la satisfaction des besoins locaux. De la même façon, vous savez peut-être quelle est la première dépense publique en matière de logement en France en montant. C'est, on en a beaucoup parlé ces dernières années, les aides à la personne. C'est-à-dire les aides, l'APL dans le parc social ou dans le parc non social, ce qu'on appelle l'allocation logement, enfin les différents régimes d'allocation logement. Ça coûte 20 milliards d'euros par an. Un point de PIB, quoi. Bon, ça c'est le premier. Le deuxième poste de dépenses publiques en matière de logement. Je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est, et pourtant je suis sûr que vous en avez tous bénéficié. Enfin, sûr, vous avez bien fait venir un plombier chez vous, ou un artisan. Et oui, et vous avez payé depuis 3 ans 10% de TVA. Si c'est les travaux d'économie d'énergie, 5,5%, et avant, il y a 3 ans, c'était 5,5%. Pour une TVA dont le taux de droit commun, je vous le rappelle, est 20%. Enfin, quand c'était 5,5, il était à 19,6 pour voir. Ça coûte 7 milliards par an. Ça n'a rien à voir avec la satisfaction des besoins de l'eau. Mais rien. C'est le soutien à un secteur économique qui est l'artisanat du bâtiment, qui construit quand même les 180 000 maisons individuelles, c'est pas Bouygues qui les construit, ni Vinci, ni Eiffage, c'est les artisans. Et tous les travaux, alors là, pas seulement sur les 180 000 maisons individuelles, mais sur l'ensemble du parc, presque tous les travaux, c'est les artisans qui les font. Milieu économique fragile, tissu économique extraordinaire sur le territoire. Extraordinaire sur le territoire. On connaît tous plein de villages dans lesquels il n'y a pas de boulangerie. On connaît beaucoup moins de villages dans lesquels il n'y a pas au moins un artisan du bâtiment. Donc c'est un tissu économique unique, mais fragile, soumis au travail noir, et soumis à la concurrence terrifiante du bricolage à domicile et de Leroy Merlin. Non mais, c'est très sérieux. Et quand la TVA était à 5,5, d'ailleurs, ça marchait comme ça. Souvenez-vous peut-être, chez Bricorama, on va pas citer que Leroy Merlin, si vous aviez du parquet, vous vouliez acheter du parquet, on vous proposait la pause pour 1 € de plus. Grand truc publicitaire. Ils gagnaient de l'argent dans ça.
Parce que parquet plus pause, TVA 5,5. Alors que vous, vous achetez le parquet, plus les outils, plus les week-ends que vous gâchez à poser votre parquet, etc. Puis en plus, si c'est moi, ça sera mal fait, vous payez la TVA avant. Donc, sauf si vous avez que 2 mètres carrés de parquet, évidemment, mais si vous avez un peu plus, eh ben ça coûte moins cher de le faire poser. Et donc, ça fait travailler un artisan. C'était pas un salarié de Leroy Merlin, c'était un artisan. Donc, les enjeux économiques des politiques du logement sont extrêmement importants. Extrêmement importants. Artisanat. Voilà, on pourrait mentionner aussi les recettes fiscales. On nous dit à longueur de journée, ah là là, le logement, c'est une politique qui coûte cher, 42 milliards. C'est vrai que si on fait la somme de toutes les aides publiques, tous les dispositifs publics, pas seulement, c'est bien au-delà du budget de l'État. Parce que les aides à la personne, par exemple, on les paye dans les charges sociales, on paye les charges patronales, c'est pas que le budget de l'État. Donc si on fait la somme de tout, c'est vrai, depuis quelques années, c'est entre 40 et 42 milliards de dépenses publiques par an. Toujours cité par la Cour des comptes comme étant la politique publique la coûteuse. C'est toujours la première qu'on cite, c'est le logement. Le secteur du logement a rapporté en 2017 74 milliards de dollars de recettes. Pardon. Troisième intervention, celle de trop. 74 milliards d'euros de recettes fiscales. Si on compte la TVA, un logement neuf acheté, 20% de TVA. Les droits de mutation, 11 milliards d'euros. Les droits de mutation, qui est une recette locale, c'est une recette qui va principalement au département. Et quand vous avez une année exceptionnelle en termes de nombre de ventes de logements d'occasion, ce qui est le cas de 2017, on a presque vendu 1 million de logements d'occasion. Évidemment, ça fait beaucoup de recettes fiscales. L'état de la taxe foncière. Et puis après, tout un tas de petites taxes ne sont pas comptées, curieusement, je n'ai jamais compris pourquoi, dans les comptes du logement, de la taxe d'habitation. Elle n'est pas comptée dans les recettes fiscales du logement. Donc c'est même pas la taxe d'habitation. 74 milliards. Donc, il y a un enjeu de recettes fiscales, budgétaires, à ce qu'il y ait une activité soutenue dans le secteur immobilier. Tout ça, ça explique un certain nombre de composantes des politiques du logement qui ne semblent pas compréhensibles si on ne regarde que la question de la satisfaction des besoins. Et là, on parle d'une politique industrielle, on est plus loin, on est très très loin du service public. Très 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 loin. Et puis, troisième grande catégorie d'enjeux, ce que j'appelle moi les enjeux urbains. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un concept très international maintenant, mais qui a longtemps été considéré comme très français, qui est le concept de mixité sociale. Là aussi, c'est une sorte, c'est un postulat selon lequel la société fonctionne de façon harmonieuse quand les différentes catégories sociales cohabitent. Donc il faut se donner les moyens d'amener ces catégories sociales à cohabiter. Il y a 2 secteurs de politique publique qui travaillent dans ce sens. C'est l'école, ce qu'on appelle la carte scolaire, et c'est le logement, avec l'obligation d'avoir désormais 25% de logements sociaux dans toutes les communes urbaines du pays. Avec aussi des politiques qui vont en direction inverse, dans un certain nombre de quartiers dans lesquels il y a une très forte proportion de logements sociaux, dans lesquels il y a des concentrations de pauvreté, et bien on va entreprendre des politiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de rénovation urbaine, notamment l'ANRU, politique Agence nationale de rénovation urbaine, mise en place par Jean-Louis Borloo en 2003, un des premiers actes d'une opération de rénovation urbaine, c'est de démolir des logements sociaux. Avec une obligation de reconstituer, mais autant que possible ailleurs. C'est-à-dire dispersion. Et dans les terrains qui sont dégagés par ces démolitions, on reconstruit et on diversifie l'offre de logement. C'est-à-dire qu'on va mettre des immeubles de promoteurs pour faire de l'accession à la propriété, on va mettre du locatif privé, on va trouver des moyens comme ça d'avoir des mécanismes de ce type. Au nom de la mixité sociale. En
supposant que le propriétaire qui vient d'acheter, il a des revenus supérieurs et il est différent socialement du locataire HLM qui habite encore à côté parce qu'on n'a pas tout démoli quand même. Ou que le locataire d'un logement locatif privé qui va plutôt être un jeune, plus mobile que les autres, etc. Et donc on va fabriquer de la mixité sociale en mélangeant les produits immobiliers. Et donc l'outil de la mixité sociale, un des outils majeurs de la mixité sociale, c'est le logement. Et vous voyez que en fait, ça n'a non plus rien à voir avec les besoins en logement. C'est que, contrairement, les besoins en logement, c'est on fait du logement pour le logement, pour que les gens soient logés. La mixité sociale, c'est qu'on a un enjeu global, sociétal, et l'outil, mais non pas la finalité, l'outil, c'est le logement. On peut dire la même chose sur la question de la transition énergétique, quand on sait qu'effectivement 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des logements, notamment du système de chauffage. Donc, faire la transition énergétique, c'est nécessairement intervenir sur le logement. Et la transition énergétique, c'est pas un enjeu logement, c'est un enjeu écologique, social aussi, hein, précarité énergétique. Mais c'est pas un enjeu logement en tant que tel, etc. On peut comme ça trouver tout un ensemble de choses. Et si vous interrogez les gens qui travaillent à cette agence nationale de rénovation urbaine, vous leur dites, bah, vous êtes un acteur de politique du logement. Ils disent, ah bah non. Nous sommes des acteurs d'une politique urbaine. Sauf que vous dites, oui, mais l'argent que tu dépenses, c'est quoi? Bah, 90% c'est de l'argent de logement. Construire, démolir, réhabiliter, etc. Voilà. Il utilise le logement pour atteindre des objectifs qui le dépassent. Ça, c'est ce que j'appelle les enjeux urbains. Vous voyez, c'est même forcément, au moins temporairement, très contradictoire avec la satisfaction des besoins en logement. On commence par démolir des logements sociaux. Ça veut dire que dans un premier temps, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, la politique de rénovation urbaine, elle a eu des conséquences lourdes. Elle a considérablement accru les listes d'attente pour accéder au logement social, qui sont déjà pas minces. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui parce que la phase de démolition est terminée depuis quelques années maintenant, et comme on reconstruit progressivement, ça y est, on rattrape en quelque sorte, mais ça a généré quand même un moment de sacré creux. Au nom d'un objectif qu'on peut, après c'est discutable, mais qu'on peut considérer comme légitime, restructurons des quartiers dans lesquels personne n'a envie d'agir. Donc vous voyez, on est encore dans des légitimités qui peuvent être éventuellement discutables, mais quand même des légitimités qui se comprennent, économiques, sociales, urbaines, logement, mais qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Et c'est ça qui donne cette image, largement, de politique du logement, pas compréhensible, pas claire, pas cohérente, avec une loi tous les 2 ans. C'est vrai que la production législative sur le logement, c'est quelque chose de déliant. Et la loi Elan, 127 articles. Non, d'ailleurs, je crois que c'est plus que ça. Je crois que c'est plutôt 200 et des brouettes. Mais c'est énorme. Avec tout un tas de trucs. Il y a des choses sur les copropriétés en difficulté, il y a des choses sur le marchand de sommeil, il y a des choses sur le logement social et sa structuration, il y a des choses sur les normes en matière de handicap, il y a un ensemble de choses extrêmement diverses qui semblent comme ça, pour lequel il est véritablement impossible de dénoncer, pas dénoncer, mais D', énoncer une cohérence. Une cohérence. Et derrière chaque article, il y a plein de choses qui étaient déjà prévues depuis plusieurs années, qu'il faudrait essayer d'avancer dans cette direction, on va continuer. Regardez, la technicité de cette loi, elle est phénoménale. Troisième et dernier point, le logement social dans tout ça. Excusez-moi, je suis trop long. Le logement social dans tout ça. Premier élément qu'on peut dire, avant de se poser la question de service public, c'est bien un outil de politique publique. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Un outil de politique publique qui est lié à un concept assez généralisé, mais pas partout dans le monde, en tout cas sûrement pas dans les pays du Sud, par exemple. Vous allez en Afrique, au Brésil, en Colombie, quand on parle de logement social, le terme de logement social existe dans ces pays-là, mais on est toujours en accession à la propriété. Un expert du secteur locatif qui
travaillait en Ile-de-France et qui avait pas mal roulé sa bosse à l'international, disait ce sont des pays où on est trop pauvre pour être locataire. Ça peut sembler bizarre, hein, mais parce que vous êtes dans l'accession à la propriété, c'est-à-dire vous êtes dans des biens que généralement vous achetez si vous êtes pauvre, hein, vous achetez d'abord un terrain. Et puis après vous construisez. Ça peut prendre un petit moment. Donc, le système français, le système européen en général, l'Espagne est une exception en la matière, mais c'est un système locatif. C'est-à-dire un logement qui peut effectivement être défini comme le logement est social. Parce que parfois, on dit le logement social, c'est aussi l'accession sociale à la propriété. Sauf que, oui, on pourrait dire ça, on peut dire qu'il y a des aides à l'accession à la propriété, des aides publiques à l'accession à la propriété. Très bien. On va donc aider des gens qui n'ont pas aujourd'hui véritablement les moyens de devenir propriétaires. On va leur donner le petit coup de pouce supplémentaire, un prêt à taux zéro ou un truc comme ça, et ils vont pouvoir franchir le cap. Ok, c'est bien une politique qui a des dimensions sociales parce que c'est des plafonds de revenus, mais le logement, lui, n'est pas social. Parce que le jour où il le revend à qui il veut, comme il veut, au prix qu'il veut. Alors que le logement locatif, lui, il est social parce que quand le deuxième locataire va venir, il aura toujours le même statut, la même réglementation, le même loyer, ou à peu près. Oh, oui, c'est vrai. Mais ce qui ne sera pas le loyer du marché, quand même. La même réglementation s'y appliquera. J'ai essayé de ne pas entrer dans la technicité. Sinon, on peut passer longtemps, non? Donc une réglementation qui est fondée en France sur des plafonds de ressources. On entre dans le logement social à condition d'avoir des revenus inférieurs à certains plafonds. Plafonds de ressources qui sont extrêmement souples, puisque si on compte toutes les catégories de logements sociaux, c'est-à-dire vraiment des logements sociaux au sens qui sont comptés par exemple dans l'obligation des 25% de logements sociaux. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais 75% des ménages français sont potentiellement éligibles au logement social. Donc les plafonds de ressources sont hauts. 1, donc des plafonds de ressources. 2, des loyers réglementés. Mais une réglementation un petit peu compliquée pour ce qui est du calcul des loyers. Il y a une grande diversité finalement de loyers et du logement social. Mais à Paris, part importante des logements sociaux ont des loyers inférieurs à 7,50 € du mètre carré. Pas tous, hein. Certains montent à 13 ou 14. Mais le loyer marché, je vous le disais tout à l'heure, il est à 26. Et le marché, il est à 26. Donc vous avez un écart énorme. À Nevers, ça ne marche pas du tout. Hein. Parce qu'à Nevers, les loyers, ils sont plutôt à 6 dans le privé. Et certes, il y a un zonage national qui fait que les loyers des logements sociaux sont aussi moins chers à Nevers qu'à Paris, mais c'est un zonage très frustrant, c'est à peu près 20% d'écart. Alors qu'entre les loyers du privé et les loyers de Paris et de Nevers, vous avez un écart, mais même à Lyon, hein, les loyers du marché sont à 17 €. Donc c'est beaucoup moins cher qu'à Paris. Donc, une réglementation, plafond de ressources, plafond de loyer, et le droit au maintien dans les lieux. Quelques petites limites, si vous voulez, dans le débat, on rediscutera, mais quand même, le principe est toujours vivant. C'est-à-dire une fois qu'on est entré, on peut rester, même si les revenus augmentent. Ce qui n'est pas le cas, voilà, c'est un bail, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, c'est un bail paradoxal, parce que le bail du logement social est un bail de 1 mois tacitement renouvelable. Alors que dans le privé, c'est 3 mois. Et c'est une sacrée différence. Ça veut dire qu'en fait, 1 mois tacitement renouvelable, ça veut dire qu'il a une durée infinie. Ça marche bien, Paris, je veux dire, l'éternité du logement social. Donc, un outil de politique publique qui repose sur une réglementation. Maintenant, est-ce que c'est un service public? Alors, il y a une première réponse qui est celle des historiens. Les historiens vous disent,
quelques magnifiques exemples, y compris d'ailleurs certains sur leur denier privé, leur denier personnel. Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, a financé du logement ouvrier dans Paris, cité Rochechouart, encore visible aujourd'hui. Initiative strictement privée, logement patronal, loger les salariés pour qu'ils soient en bonne santé, Karl Marx dirait reproduction de la force de travail. En bonne santé, dans 1832, plusieurs dizaines de milliers de morts du choléra. Donc un enjeu très fort, mais qui n'est pas seulement un enjeu sanitaire, ou hygiéniste comme on dit, mais c'est aussi un enjeu économique. Le salarié, il faut qu'il soit modèle, enfin l'ouvrier d'ailleurs, on ne dit pas salarié, l'ouvrier, il faut qu'il soit fidèle, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il ne soit pas trop revendicatif. C'est pour ça d'ailleurs que les premières générations de ces logements ouvriers, qui ne s'appelaient pas logements sociaux à l'époque, s'appelaient étaient en accession à la propriété, parce que ça stabilise. Bon, et puis c'est devenu les habitations à bon marché, il y a eu les HVM, il y a eu tout un ensemble de lois entre 1894, la première loi fondatrice qu'on appelle la loi Siegfried, et la quatrième qui va être en 1912, la loi Bonnevet, qui vont créer toutes les structures de ce que sont aujourd'hui encore les HLM. Les coopératives, les sociétés de crédit immobilier, les sociétés immobilières d'habitation à bon marché, ça c'est les premières, 1894, et les dernières, 1912, les offices publics d'habitation à bon marché. Donc l'histoire du logement social en France, c'est d'abord de l'initiative privée, entreprise, patronale. Alors si aujourd'hui, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais si on revient à aujourd'hui, le fruit de cette longue histoire, c'est que si on regarde les logements sociaux locatifs, je laisse de côté les coopératives qui sont plutôt orientées vers l'accession à la propriété, qui sont des petites structures. Si on regarde le logement locatif, on a deux grands types d'organismes propriétaires de logements sociaux qui possèdent ces 4,5 millions. Enfin, trois, pardon. Il y a un troisième, parce qu'à Paris c'est important de le citer. Le troisième, ce sont des sociétés d'économie. Il y a des sociétés qui n'ont pas le statut HLM, mais qui possèdent des logements qui sont sous la réglementation HLM. Qui sont très minoritaires, hein, sur les 4 500 000, il doit y en avoir à peu près 300 000 qui appartiennent à des sociétés économistes, mais à Paris, il y en a des de très importants, notamment une que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Régie immobilière de la ville de Paris, l'ARIBP. Voilà, c'est une société économiste. Donc, si vous me permettez, je laisse de côté la réglementation qui s'y applique et la même. Mais elles sont quand même plutôt publiques, là, pour le coup. Mais à part ça, il y a deux grandes catégories d'organismes de logement social. Il y a un secteur public et un secteur privé. Le secteur privé, et ils ont à peu près chacun la moitié du patrimoine. C'est un hasard historique, hein. Il n'y a pas de raison particulière. Ils ont à peu près chacun 2 100 000 logements sociaux. Du côté du public, du côté du privé. Si je commence par le privé, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme affreux, les entreprises sociales pour l'habitat, les ESH. En fait, leur vrai nom, il est très clair, il est dans la loi. Ce sont les sociétés anonymes d'HLM. La moitié du parc locatif social appartient à des sociétés anonymes qui ont des actionnaires, qui sont des sociétés de droit privé. Immobilière 3F, logement français, ça s'appelle plus logement français, changer de nom, c'est terrible. Ça s'appelle maintenant 1001 vies habitat. Ça n'a aucun sens. 400 000 € de dépenses de NEMI. ICF, la Sablière, Toi et Joie, etc. Astrimo, France Habitation, Logis Transport. Voilà. Tout ça sont des sociétés anonymes avec des actionnaires de droit privé. Ah, j'ai oublié, pardon, quasiment, pour habitat. Et c'est niche. Sont des sociétés anonymes de droit privé dont les actionnaires sont quand même dans une logique, ils doivent avoir dans leur statut garantir la non-lucrativité, c'est-à-dire que les actionnaires ne touchent pas de dividendes ou touchent des dividendes dans une proportion extrêmement faible,
proportionnel au taux du livret A. Vous savez ce que c'est que le livret A, vous vous doutez que du coup, ce n'est pas ultra rémunérateur. 0,75%. Donc, les bénéfices doivent être réinvestis dans le développement de la société, c'est-à-dire construire. Les administrateurs, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés, enfin, etc. La question qui vient généralement, on n'a pas le temps de le développer, donc ne me la posez pas, c'est alors quel intérêt? Il suffit pour comprendre deux, trois exemples. ICF, Habitat, la sablière. ICF, ça veut dire immobilière des chemins de fer. L'actionnaire, c'est la SNCF. Et, compte tenu de la réglementation d'attribution des logements sociaux, la moitié des logements d'ICF, Habitat ou de la sablière sont habités par des cheminots. Logitransport, c'est la RATP. Toit et Joie, c'est la Poste. Etc. D'autres, mais il faut que je me dépêche. D'autres sont des grands groupes financiers, la Caisse des dépôts, les caisses d'épargne. Pour des raisons historiques et très similaires à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les zinzins. C'est-à-dire qui ont été des outils de l'État en leur temps pour générer un parc de logement social. La Caisse des dépôts, c'est une évidence. Voilà, je parlais de Mille et une Vie Habitat, l'actionnaire de Mille et une Vie Habitat, donc ex-logement français. Aujourd'hui, il peut sembler un peu étrange, c'est AXA, la compagnie d'assurance. Mais rappelons, les compagnies d'assurance, jusqu'à la fin, au milieu des années 80, je ne sais plus la date, elles, c'était leur actionnaire unique, c'était l'État. Troisième grande catégorie d'actionnaires, donc vous voyez, c'est des logiques historiques. Loger ses salariés pour des grandes entreprises, SNCF, etc. Pour d'autres, des logiques historiques des groupes financiers. Troisième catégorie, le 1% logement, qu'on appelle aujourd'hui Action Logement. C'est plus 1% depuis très longtemps, c'est 0,46% de la masse salariale des entreprises privées. Donc, qui cotisent, des entreprises qui cotisent, et en échange de ces cotisations, elles achètent en quelque sorte des droits de réservation pour des logements sociaux. Donc, l'organisme d'Action Logement, il prélève les cotisations des entreprises et il investit une partie de cette somme dans la production de logements sociaux en achetant des contreparties qui sont des droits de réservation pour les entreprises. Ça, les gens disent, j'ai eu mon logement par le 1%, ou j'ai eu mon logement par mon entreprise. En fait, c'est ça, c'est que l'entreprise a cotisé, l'organisme gestionnaire, qui est un organisme paritaire, qui est piloté par le MEDEF, les organisations patronales et les organisations salariales, de salariés, CGT, CFDT, Force ouvrière, qui ont investi en quelque sorte dans des réservations. Quand le logement est libéré, le bailleur social il envoie les coordonnées du logement à Action Logement, qui se retourne vers les entreprises et qui dit fais-moi remonter les candidats. Ça, c'est une mécanique. Dès les années 50, après la création de ce mécanisme-là, les acteurs d'Action Logement ont dit on investit dans des droits de réservation, pourquoi on n'investirait pas directement dans les logements? Et ils sont devenus actionnaires de ces organismes. Et progressivement, ils sont montés en puissance, on ne va pas faire tous les détails de cette histoire, mais ils sont montés en puissance. Et ils ont été, avec aujourd'hui à peu près 70 organismes sur le territoire national, jusqu'à posséder, en étant désormais actionnaire unique de ces organismes, 900 000 logements. C'est-à-dire presque la moitié du parc locatif social privé en France appartient aujourd'hui à un seul actionnaire qui s'appelle Action Logement. Et quand vous dites à Action Logement votre argent est de l'argent public, ils vous sifflent. Ils ne sont pas du tout d'accord. C'est l'argent des entreprises. Et donc, ces 900 000 logements qui appartiennent à Action Logement ne sont pas un service public, ce sont des biens qui appartiennent aux partenaires sociaux. Compte tenu des rapports de force entre les partenaires sociaux, on peut parfois dire au MEDEF. Il ne faut pas trop loin. Donc tout ce secteur-là, que ce soit la SNCF, les financiers, la Caisse des dépôts, même la Caisse des dépôts, ou Action Logement, nie le fait de travailler sur un service public de logement. Ils acceptent d'être des outils des politiques publiques, mais ils ne sont pas un service public. Et dernier point, après cette fois-ci vraiment je m'arrête, l'autre secteur, l'autre moitié, c'est ce qu'on appelle les offices publics de l'habitat, qu'on a longtemps appelé les offices publics d'HLM, etc.
Ils ont tous changé de nom parce que leur statut a été toiletté en 2007, donc ce qui s'est longtemps appelé l'Office public d'HLM d'abord, puis d'HLM de Paris, puis qui est devenu l'OPAC, Office public d'aménagement et de construction de Paris, et qui est maintenant Paris Habitat, dont je suis administrateur. C'est pas rémunéré non plus. Là, il y a une revendication de la notion de service public. Ces organismes ne sont pas des sociétés anonymes, ce sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, des EPIC. Maintenant, ils ont tous le même statut. Avant, certains étaient des établissements publics administratifs, c'est-à-dire que pour y travailler, il fallait être fonctionnaire territorial. C'est plus le cas. Mais il y a encore des fonctionnaires territoriaux dedans, bien sûr, qui ne sont pas perdus leur statut. De moins en moins. Il y a une démographie assez claire. Il y a des fonctionnaires qui vieillissent sur place et puis il y a des. Mais à Paris Habitat, il y a encore des fonctionnaires. On n'en a plus beaucoup, mais non. Qui sont là, certes des établissements autonomes, établissements publics à caractère commercial, avec un directeur général, etc., mais qui sont l'émanation des collectivités territoriales. Aujourd'hui, soit des intercommunalités, soit des départements. Donc le Paris Habitat, c'est pas la ville de Paris, c'est le département de Paris. C'est pareil, c'est pareil. Et là, véritablement, on peut parler de service public parce que là, on a des organismes de droit public qui sont directement les outils des collectivités territoriales et de l'État pour mettre en œuvre leur politique du logement sur leur territoire. Je pense que je vais m'arrêter là, sans conclure, pour qu'on ait un peu de débat, parce que l'heure ayant tourné, et il vaut mieux qu'on ait un peu de débat. Mais en tout cas, voilà, la conclusion, c'est que parler de service public du logement, c'est très très ambigu. Monsieur Darf, à vous. Ah. Oui. Attendez. Je suis assez mal informée. Il y a des commissions qui donnent des logements aux demandes. De quel type de logement s'agit-il? Est-ce qu'on peut prendre 2-3 questions peut-être et puis... Merci, très vite. Petite question. J'ai compris qu'il y avait à peu près 1% du parc. La construction de logements neufs annuels représente à peu près 1%. Et vous nous avez très bien montré que toutes les politiques ne répondaient pas aux besoins de logement en soi. Et par contre, vous n'avez pas donné de chiffres sur la croissance du nombre de gens, enfin la croissance de la population, mais surtout une croissance du nombre de foyers qui auraient besoin de ces logements. Donc quel est-il? Je voudrais comprendre pourquoi on démolit des immeubles entiers pour reconstruire. Est-ce qu'on ne peut pas aménager ces immeubles déjà existants avec un respectant les règles de l'environnement qui serait beaucoup moins cher, qui serait aussi efficace? Ce revenu de ménage me paraît invraisemblable et une perte d'argent. Voilà. On va faire une première salle de réponse. Peut-être que ça va déborder un petit peu le sujet, mais en fait dans la loi Elan qui prévoit de pouvoir vendre des logements sociaux pour pouvoir récupérer l'argent pour construire des nouveaux logements sociaux. Et j'ai un petit peu du mal à comprendre que ça coûte moins cher de vendre pour reconstruire. Bon, on va essayer de vous expliquer tout ça. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Voilà, ce sera simple. La question de l'attribution des logements sociaux. L'attribution d'un logement social. Tous les logements sociaux donnent lieu à une procédure d'attribution. C'est pas comme dans le secteur privé dans lequel le propriétaire fait ce qu'il veut. Il y a une procédure obligatoire
On ne peut attribuer un logement social qu'à quelqu'un qui est inscrit dans la liste des demandeurs. Il y a une procédure de demande. On peut faire sa demande sur Internet maintenant, on peut la faire sur papier aussi, bien entendu. On peut faire sa demande sur Internet. Donc on a aujourd'hui en France en tout à peu près pas loin de 2 millions de personnes qui sont inscrites sur le fichier des demandeurs. Au moment où un logement est rendu disponible, soit parce qu'il est tout neuf, soit parce que son locataire précédent est parti, le bailleur social va consulter ce que l'on appelle les réservataires, c'est-à-dire, ça c'est la réglementation l'y oblige, 30% des logements sociaux sont réservés par l'État dans le département, c'est-à-dire c'est la préfecture, ce qu'on appelle le contingent préfectoral, qui est principalement destiné aux personnes les plus prioritaires, les plus en difficulté. On a souvent appelé ce contingent le contingent des mal logés. Deuxième contingent, les villes, qui généralement, c'est la contrepartie, ce contingent qui est généralement de 20% des logements, c'est la contrepartie du fait que les villes ont apporté leur garantie aux prêts qui ont été souscrits par les bailleurs sociaux pour construire les immeubles. Ils ont garanti les prêts. C'est pas très risqué parce que le monde du logement social est très solide du point de vue de la capacité à rembourser ses dettes. Mais comme c'est la Caisse des dépôts qui prête, elle exige que tous les prêts soient, qu'il y ait un garant pour tous les prêts. Et c'est généralement les communes où sont implantés les logements qui garantissent ces prêts. Et en échange, ils ont 20% de réservation. Et puis le reste, soit ils ont été vendus à Action Logement, dans la mécanique que j'évoquais tout à l'heure, donc ça va revenir aux entreprises, soit ils ont été réservés par personne, et dans ce cas, c'est l'organisme lui-même qui va avoir son propre fichier de demande. Donc, quand le logement se libère, on va regarder à qui il est réservé. Est-ce que c'est pour la ville? Est-ce que c'est pour la préfecture? Est-ce que c'est pour une entreprise qui a cotisé? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le contingent de l'organisme, c'est-à-dire ce qui reste? Et on va s'adresser à ce réservataire, on va lui dire on voit pas des candidats. Il doit aujourd'hui, la loi exige qu'il en envoie 3. Et ces candidats vont passer dans une commission qui s'appelle la commission d'attribution des logements. Et cette commission, évidemment, avant ça, dans les services, il va y avoir une instruction des dossiers, on va vérifier que les gens ont bien des revenus au-dessous des plafonds, on va vérifier qu'ils sont aussi quand même solvables. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement pouvoir payer le loyer. Parce que le bailleur social, les loyers impayés, c'est une perte de recettes. On va en parler tout à l'heure à propos de la vente, c'est une question fondamentale, la question des recettes des bailleurs sociaux. Et donc la commission, elle va recevoir une proposition de la part des services qui vont examiner les choses, elle va recevoir une proposition de classement des 3 candidatures, et elle va l'accepter dans la plupart des cas, ou la refuser, ou modifier le classement. Mais alors, la commission d'attribution, on passe entre 2 et 3 minutes par dossier. Compte tenu de l'ampleur de la demande, la commission d'attribution de pareille habitat, il y en a une. Les commissions d'attribution sont les émanations des conseils d'administration des organismes. Donc ce sont des administrateurs, souvent retraités parce que se réunissent toutes les semaines. Et donc et en examinant, malgré le fait qu'il y ait très peu de mobilité à Paris, donc en fait il y a très peu de logements attribués à Paris, quand même il y en a beaucoup dans le stock, en tout, donc finalement il y en a quand même pas mal, donc ils passent très peu de temps sur chaque logement, et ils prennent la décision d'attribution de logement. Donc vous voyez, c'est un système à double détente. Première détente, c'est le réservataire qui envoie des candidats. Ça peut être la mairie d'arrondissement, ça peut être à Paris, il y a des dispositifs un peu spécifiques, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même partout ça. D'abord, les réservataires envoient des dossiers, et ensuite la commission d'attribution attribue. Croissance du nombre de ménages. Alors, la notion de ménage, c'est une notion statistique. Hein. On a souvent en tête, on dit ménage, c'est les couples, un jeune ménage, etc. Ça, c'est du vocabulaire un peu surannée. Quand on parle du logement, un ménage, c'est l'ensemble des occupants d'une résidence principale. Donc, là, par exemple, quand on vit seul, on est un ménage quand même. Ou la colocation aux 3 étudiants qui partagent un logement, même s'ils ne sont pas en couple, rien de tout ça, c'est un ménage, un seul. Donc, un ménage, une résidence principale. Chaque année, il y a à peu près 650 000 ménages nouveaux en France.
Donc là, vous devriez me dire, il y a un problème si on construit que 340 000 logements. Heureusement, vous allez rire, il y a des ménages qui disparaissent. Alors c'est pour ça que vous allez rire. C'est pas seulement les personnes qui décèdent. C'est aussi, vous voyez, par exemple, le mécanisme de formation des ménages, c'est la démographie élémentaire. Hein, c'est un couple qui se forme, c'est deux personnes qui habitaient séparément, qui se mettent en couple, qui se mettent à habiter ensemble. Ça fait un ménage de plus. Enfin, pardon, ça fait deux ménages qui deviennent un ménage. Ça fait plutôt un ménage de moins. Voilà. Donc, voilà, former des couples, ça libère des logements. La création d'un ménage, c'est le décohabitant, c'est-à-dire le jeune qui quitte le domicile parental, par exemple, un modèle classique, mais c'est aussi le divorce, la séparation d'un couple. Donc, les mécanismes d'évolution globale nationale des ménages, c'est plus 650, moins 400. Donc, le solde, c'est 250. Et c'est comme ça qu'on arrive, par ailleurs, on construit en moyenne 340 000 logements par an, et les projections statistiques disent on est bon. Parce que c'est le bon chiffre. Alors, parce que vous allez dire, ben non, on en fait trop. Non, parce qu'on va en démolir 50 000. Donc ces 50 000 qu'on démolit, il faut les remplacer. Et on va les démolir, on les démolit. Des logements démolis, il y en a partout, tout le temps. Dans toute l'histoire du logement, il y a toujours des démolitions. C'est un mécanisme. Après, on parlera des politiques de démolition, c'est autre chose. Mais bon, les maisons qui sont démolies. Donc, voilà, le solde, parce que là aussi, il y a des logements qui apparaissent. Regardez, prenez-vous en banlieue, en première couronne, regardez les territoires, toute première couronne où il y a des maisons individuelles et comptez les boîtes à lettres. Vous allez voir plein de maisons individuelles avec plusieurs boîtes à lettres. Donc, ça, c'est des logements qui sont apparus. Il y en avait un à l'origine, maintenant il y en a trois. Et on n'en a pas construit. On a juste mis des cloisons, fermé des trucs. Donc, mais on considère que chaque année, par ces mécanismes d'apparition-disparition, on perd à peu près 50 000 logements par an. Donc 250 000 le solde des ménages, on ajoute 50 000 pour remplacer ceux qui disparaissent, on arrive à 300. Et puis après, on est plutôt dans une modalité un peu technique, c'est-à-dire de considérer que, par exemple, il y a 10% des ménages qui ont une résidence principale, une résidence secondaire. Donc si on augmente le nombre de ménages, statistiquement, on augmente la pression pour avoir une résidence secondaire de 10%. Donc si on augmente de 250 000, il faut 25 000 logements en plus pour absorber la demande de résidence secondaire. Donc on arrive à 325 000, etc. Et on arrive comme ça à 340 très facilement. Donc la seule difficulté de ce raisonnement, qui est un raisonnement qui se tient très bien, c'est que c'est un raisonnement national, et qu'évidemment ça dépend. Parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes de création de logements en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et en Île-de-France. Il est intéressant d'observer que les 2 dernières années sont exceptionnelles. Et si on fait exception de 2016-2017, l'Île-de-France, depuis 30 ans, est la région de France dans laquelle on a construit le moins de logements rapportés à sa population. Ce qui explique la pression, plus la pression que les prix. Plus la pression que les prix. L'accroissement de la demande de logements sociaux, etc. Pourquoi on démolit? On démolit pour transformer les quartiers. On considère aujourd'hui, c'est discutable, c'est discuté, c'est tout ce que vous voulez, que certaines formes urbaines, le grand ensemble, on va dire simplement, c'est-à-dire une forme de ce qu'on a appelé l'urbanisme moderne dans son temps, c'est-à-dire des tours, des bars, des grands espaces un peu dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent, sans la rue qu'on connaît tous quand on habite en ville. Que cette forme qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70, qui correspondait aussi à la vie du développement de l'automobile, la séparation des circulations, ces grands espaces vides, c'est pour dire les piétons ils peuvent se promener sans rencontrer une voiture. Aujourd'hui, quand on fait des opérations de rénovation urbaine comme ça, qu'on reconstitue des rues avec cette espèce d'idéologie urbanistique, et la rue c'est bien. Vous avez des mamans qui habitaient là dans le quartier qui disent maintenant les enfants pour aller à l'école ils traversent des rues. Avant ils allaient à l'école sans traverser des rues. Sauf que ces quartiers-là, aujourd'hui, certes, il y a un attachement, et c'était même une surprise des
opérateurs de la rénovation urbaine, il y a un vrai attachement des habitants à ces quartiers, y compris à leur configuration. Quand on propose aux gens le relogement, parce que évidemment, on va démolir un immeuble, on reloge. Les gens, les concepteurs de la politique de rénovation urbaine, ils vont être super contents parce qu'on va leur proposer de partir de leur quartier pourri. Donc ça, c'était une conception purement technocratique. En fait, les gens, ils avaient envie de rester. Donc il a fallu, d'ailleurs, la reconstitution des logements sociaux, on n'a pas réussi à les disperser autant qu'on aurait voulu. Beaucoup, ils ont été reconstruits sur place parce qu'ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Et puis qu'en plus, la commune d'à côté, quand vous démolissez à Créteil, pardon de parler de mon département, quand vous démolissez à Créteil, reconstruire un Saint-Maur-des-Fossés, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que le maire de Saint-Maur va arriver la racaille de Créteil, et pourtant ça lui ferait pas de mal. Mais bon. Donc ça a été compliqué de reconstituer. Mais l'idée, certes il y a un attachement des occupants actuels, sauf qu'aujourd'hui quand ces logements se libèrent, on ne sait pas à qui les attribuer. Parce que les gens qui n'habitent pas dans ces quartiers, ils n'ont pas envie d'y aller. Donc on les attribue aux plus pauvres, ceux qui ont vraiment pas de chance. C'est par ailleurs aussi souvent des immeubles dans lesquels les loyers sont les plus bas. D'où les logiques, le discours de Manuel Valls était largement abusif, qui parlait d'apartheid social après les attentats et qui a généré tout un ensemble de politiques au nom de la mixité sociale. Donc, on démolit parce que cette forme urbaine n'est plus aujourd'hui attractive pour les habitants, et donc il faut changer la forme urbaine. Donc c'est pour ça qu'on démolit. Les gens ne veulent pas les quitter, mais les gens d'aujourd'hui, quand on fait de l'urbanisme, là, on pense à 50 ans, on ne pense pas seulement aux occupants d'aujourd'hui. La cible de la politique de la rénovation urbaine, alors ça c'est pas facile à accepter, je le sais, mais la cible de la politique de rénovation urbaine, ce ne sont pas les occupants actuels du quartier. C'est-à-dire, si on veut transformer, si on veut y introduire la mixité, il faut attirer des gens. Il faut que ces quartiers deviennent banals. Donc l'objectif, c'est banaliser. C'est aussi, particulièrement dans des villes de province, de région, pardon, dans des villes de région, où on a beaucoup un des grands phénomènes urbanistiques de ces 20 dernières années dans beaucoup de villes de province, c'est l'installation de tramways. Tramway, dont une des vertus, ça a été de relier ces quartiers au centre-ville. Après, les habitants du centre-ville disent « Ouais, vous avez la racaille !» J'ai entendu au moment notamment à pleurer. Ce tramway, c'est une horreur, ça fait venir la racaille dans le centre-ville. On ne peut plus aller dans le centre-ville, on ne peut plus faire la course. Mais pour faire passer le tramway, il faut faire une journée. Quand vous avez des bars comme ça, il faut en couper la moitié. Donc c'est de la restructuration en fait, c'est pour ça qu'on dit. Élan, vente, construction. Depuis 20 ans, à peu près, depuis le début des années 2000, le financement du logement social a beaucoup évolué. Les subventions de l'État ont baissé. Il y a encore beaucoup d'apports financiers de l'État, mais par des mécanismes fiscaux. La TVA, à taux réduit, l'exonération de taxes foncières pendant 25 ans, pas d'impôt sur les sociétés pour les bailleurs sociaux, etc. Donc c'est à peu près 5 milliards de dépenses fiscales. Mais les subventions directes, il y en a quasiment plus. Parce que l'État veut faire des économies, mais aussi parce que les organismes de logement social se sont mis à avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a construit beaucoup de logements sociaux dans les années 60 et 70, et qu'à partir du milieu des années 2000, et ben, comme ils avaient emprunté à 40 ans, ils avaient fini de rembourser. Et comme le remboursement de la dette, c'est à peu près 40% des loyers. Quand un locataire HLM paye un loyer, à peu près 40% de l'argent qu'il paye, ça sert à rembourser la dette. Quand il n'y a plus de dette à rembourser, c'est du cash. Donc, c'est développé ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est-à-dire que finalement, les bailleurs sociaux ont été en mesure de remplacer les subventions de l'État par de l'autofinancement. Ce qui pose un petit problème philosophique, ça veut dire que, petit gros même, ça veut dire que le financement du logement social est moins le résultat de la solidarité nationale,
Et plus le résultat, c'est l'argent des locataires, finalement, qui finance le logement social. Donc ils sont relativement riches, ils ont pu absorber cette baisse des subventions. Aujourd'hui, le gouvernement les dit, bon, vous êtes riches. Nous, on veut faire des économies, notamment sur l'APL. Donc comme vous êtes riches, et que évidemment ces économies d'APL, on ne peut pas les faire supporter aux locataires. À part les fameux 5 € de baisse, ça, voilà, c'est pas très malin, mais c'est anecdotique finalement. Parce que ce qui s'est produit dans la loi de finances juste après, c'est de dire on va obliger les bailleurs sociaux à baisser leur loyer. Pour les locataires qui touchent la paix. Les autres, ils n'ont pas vu leur loyer baisser. Mais ceux qui touchent la paix, ils ont vu leur loyer baisser, donc ça leur a baissé leur APL, c'était neutre en fait pour les locataires, ou à peu près. Mais les recettes des bailleurs ont pris un coup. En gros, pour aller vite, si l'affaire est menée à son terme dans la loi de finances de 2020, parce qu'il est possible qu'elle ne soit pas menée à son terme, l'État fait perdre 1,5 milliard de fonds propres aux bailleurs sociaux sur un total de 2 milliards d'euros. C'est-à-dire les 2 tiers. Imaginez un secteur économique dont on confisque comme ça, d'un coup, les 2 tiers de son autofinancement. Et donc, les bailleurs disent, mais nous, on ne va plus pouvoir investir. Vous nous empêchez d'investir pour construire ou pour réhabiliter. L'État leur répond, mais si, il y a un moyen. Vendez. Ça vous fera des fonds propres. Et là, il y a un raisonnement économique très simple, au niveau national, mais surtout c'est des moyennes n'ont aucun sens. Les moyennes nationales, ça nous donne un truc très bien. On sait que la vente HLM, ça existe depuis 1965, c'est très longtemps, qui peuvent vendre. Donc il y a une certaine expérience, on vend aujourd'hui à peu près 8000 logements sociaux par an, en France. Pas à Paris, mais à Paris notamment. On prend une résolution tous les ans, Conseil d'administration de Paris Habitat. En 2019, nous ne vendrons aucun logement social. Pour avoir des surfaces commerciales, des choses comme ça, mais pas de. Le chiffre d'affaires moyen national net, c'est-à-dire généralement il faut des travaux avant pour que ça soit acceptable, etc., c'est 80 000 € de la vente d'un logement. Chiffre d'affaires net moyen national. Or, on sait que le montant de fonds propres moyen que les bailleurs sociaux mettent pour chaque logement qu'ils construisent est de l'ordre de 20 à 25 000 €. Donc, quand on vend un logement social, on peut en construire 3. Grand raisonnement national. Non, le grand questionnement, c'est ça dépend où. Parce que la loi Elan, donc elle recommande fortement, puis elle met des dispositifs techniques pour le faciliter. Et elle dit, c'est le bailleur qui fixe le prix de vente. Totalement librement. Jusqu'à présent, il fallait l'avis des domaines, c'était un peu plus compliqué, mais à partir de la loi Elan, on fixe le prix librement. Il ne peut pas faire un cadeau excessif non plus. Plus, là aussi, il y a des questions philosophiques. Vous êtes à Paris, le prix de vente moyen de l'ancien est à 9 000 €, on vous vend un logement à 6 000 €, ça veut dire que vous avez un engagement dans 5 ans de par revendre, etc. Mais à la 6e année, vous vendez comme vous voulez. Donc on vous a fait un cadeau au capital incroyable. Donc ça, là aussi, c'est une question. Donc on peut penser que les prix de vente vont être certainement inférieurs au prix du marché, mais pas loin quand même. Quel est le locataire HLM qui va acheter son logement à Paris à 8 000 € du mètre carré? Donc personne ne va acheter son logement à 8 000 € du mètre carré à Paris. Donc comme en plus, donc après, d'ailleurs ils ont le droit de vendre à quelqu'un d'autre, mais à condition que le logement soit libéré. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent le proposer à la vente à quelqu'un d'autre que quand le locataire précédent est parti. Donc comme les locataires à Paris n'ont pas, de toute façon, ouais, les probabilités de développement, même si la ville de Paris disait allez on y va puisque le gouvernement nous demande, c'est un truc qu'on imagine assez difficilement, sauf que la mairie peut changer. Mais d'ailleurs le ministre du Logement, au dernier congrès des HLM en octobre dernier, a dit personne n'obligera un bailleur à vendre. Donc ils n'obligeront pas. Ils recommandent fortement. Ils n'obligeront pas. Et par ailleurs, vous voyez, le cas parisien
par l'absurde, mais prenez aussi le cas de Nevers, où le prix au mètre carré il est à 900 € dans l'ancien. Oui, 900, oui, c'est des villes les moins chères de France, 940, Saint-Étienne 970. Oui, non, mais c'est quand on est parisien, on ne se rend pas compte. Oui. On se rend pas compte. Non, c'est les prix de Bobigny. Non, c'est les prix de Bobigny. Ou dit autrement, Bobigny, c'est encore les prix de Nantes. Une des villes les plus attractives de France. Et donc, oui, voilà, qui peut s'acheter sa maison individuelle à 2 000 € du mètre carré, pourquoi il achète son logement social? En fait, il va certainement y avoir une petite croissance de la vente des logements sociaux. On est à 8 000 aujourd'hui, on va peut-être monter à 15 000. Encore, l'État voudrait 40. Oui, on arrive au terme, je ne sais pas si... On n'a pas une grande latitude horaire, donc est-ce qu'on peut encore une question? Oui? Ouais, bon, d'accord. Ah, 2, ça commence à être beaucoup, hein. Allez, 2. Et 2, bon. Et on tape. Pas de sujet. Oui, merci pour tout ce démaillage. Pour mieux comprendre la question du logement. J'ai pas entendu le début, excusez-moi. Non, je vous remercie pour le démaillage que vous avez fait pour comprendre cette histoire-là. J'ai bien compris la conclusion. Effectivement, le logement n'est pas un service public. Par contre, je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé de la loi Dallot, parce que, effectivement, ça a quand même été, à mon avis, un tournant politique que M. Jacques Chirac puisse dire tout le monde a le droit à un logement, donc va avoir un logement, et je crois qu'il y avait des obligations pour les collectivités de construire un certain nombre de logements. Alors, je suis étonnée que vous n'en ayez pas parlé, à moins que je me sois surpris à ce moment-là. Non, je n'en ai pas parlé. Vous n'êtes pas surpris. Je vais dire quelques mots. Je voulais savoir quelle était la proportion des appartements inoccupés à Paris ou en France. Inoccupés, hein, vide. Ça s'appelle vacant. Je vais commencer par répondre à cette question-là, puis après je viendrai sur le Dallot. J'ai pas de chiffre exact parisien, il est très souvent commenté, je sais, mais j'ai pas de chiffre exact parisien. Il y a au niveau national à peu près 3 millions de logements vacants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un logement vacant? C'est là qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Déjà, un bon tiers de ces 3 millions de logements vacants, ça on sait où ils sont dans des communes rurales où personne ne veut habiter, ou alors il y a de la rétention. On a travaillé dans des communes rurales autour de Cahors l'année dernière avec des étudiants. Il y a plein de gens qui possèdent dans des villages, qui possèdent 3 ou 4 maisons, qui ne les vendent pas, qui disent ça servira pour les enfants plus tard, etc. Et puis ben voilà, ça reste là comme ça. Ce chiffrage de 3 millions de logements vacants, il y a deux façons de chiffrer les logements vacants. Il y a le recensement. Donc le recensement, c'est l'agent recenseur qui vient, qui passe un questionnaire, et quand il ne trouve pas d'occupant pour les logements, quand il se renseigne dans le voisinage et qu'on ne lui dit pas c'est une résidence secondaire, il coche vacant. Mais si ça se trouve, le lendemain, il y a un locataire qui va rentrer. L'autre façon de comptabiliser le logement vacant, c'est la taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation, c'est l'occupation du logement au 1er janvier. Donc si le locataire entre le 2 janvier, il ne paie pas de taxe d'habitation et le logement sera considéré statistiquement comme vacant. Donc plus vous avez de locataires dans un marché local, plus vous avez de chances d'avoir des logements vacants à certains moments de l'année, notamment les petits logements occupés par les étudiants, etc. Juillet, août, ils sont vides. Donc, c'est ce qu'on appelle la vacance frictionnelle ou la vacance de rotation, c'est-à-dire simplement un logement entre deux occupants. Vous avez hérité, je parlais tout à l'heure du logement de grand-maman, vous le mettez en vente parce que c'est le seul moyen pour payer les droits de succession, vous êtes parti pour 6 mois de vacances. Vous n'allez pas mettre un locataire dedans, sinon vous en prenez pour 3 ans de contrat de location. Donc l'empilement de toutes ces situations, c'est ça le logement. À Paris, un objet spécifique,
sont des choses qui ne sont pas des logements, qui ne sont pas comptées comme des logements, qui sont des bureaux. Et y compris dans des immeubles australiens qui ressemblent à des immeubles de logement, mais dans lesquels en réalité ce ne sont pas des logements, ils ne sont pas comptabilisés comme ça. Voilà. Et dernier point sur les vacances, si nous cherchons, il est absolument nécessaire qu'il y ait des logements vacants. Si nous cherchons à nous loger, s'il n'y a pas de logement vacant, nous avons du mal à trouver des logements. Après, la question c'est jusqu'à combien, quoi. Alors souvent, les taux généralement considérés sont de 6 à 7%. Considérez que moins de 6 à 7%, c'est qu'on a un marché ultra tendu. Et puis, si on veut démolir un immeuble, il faut vacant. Et parfois, quand on a un immeuble de 40 logements et qu'on organise le relogement, vous avez les 2 derniers villages gaulois qui nous résistent et qui ne veulent pas déménager, et vous avez 38 logements vacants en attendant que les 2 derniers déménagent. Et puis après, il va falloir passer des marchés aux entreprises, qu'elles viennent pour démolir, ça peut durer plusieurs mois, parce qu'on a fait de la vacance technique. Donc c'est très difficile d'avoir un discours très précis, il faut être très prudent avec cette question de la vacance, dont je sais qu'elle est politiquement très sensible. Le DALO. Le DALO, voilà. Et le DALO conclura, bien sûr, parce qu'on nous presse. Juste un mot, le responsable du DALO, l'acteur responsable du DALO, c'est l'État, c'est le préfet, sur ces fameux 30% dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qui sert d'abord à loger les ménages considérés comme prioritaires. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, là vous avez vraiment des différences territoriales monstrueuses. À Paris, il y a 1000 demandes par mois pour bénéficier du DALO. À Rennes, c'est pas Nevers, ni Maubeuge, à Rennes, ils ont été 18 mois avec 0 demande. C'était une... Je crois que... Voilà. Merci. Désolé d'avoir été aussi long dans mon livre. Et donc, ne venez pas poser de questions ici.